L'écotourisme, c'est profiter d'un lieu, d'une destination en la respectant, voire même en la magnifiant. Une de nos belles façons de voir les choses, c'est de dire ici on est près de tout, mais aussi si on le veut, on est loin de tout. Aujourd'hui, nous permet d'accueillir des visiteurs, de leur proposer des expériences dans un écrin de fleurs, de verdure, de plaisir et à taille humaine. Voilà un peu, grosso modo, comment moi je le définirais. Avant tout, il y a une véritable notion de plaisir. De respect bien sûr, mais de plaisir surtout. D'abord, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Defimed, le siège social de Defimed à Grasse. Moi, j'avais besoin de comprendre. Les stratégies ne sont bonnes que si elles sont applicables vite et concrètement sur le terrain du tourisme. Pourquoi? Parce que le temps de monter dans les limbes, comme j'en entends certains sur les réseaux sociaux ou dans les reportages ou quoi que ce soit, et les limbes deviennent une stratégie un jour, il y a juste un problème, c'est que le touriste, lui, il a évolué, il a changé de façon de faire, il a changé de mode de déplacement, il a changé de plaisir, il a changé de besoin. Donc, le fait d'avoir Defimed chez nous est une façon de promouvoir, d'amplifier et de travailler sur le tourisme de demain, soit. Mais je le répète, le tourisme d'aujourd'hui. On est sur le concret complètement parce que le long terme dans le tourisme, c'est terminé. Nous avons été, je le pense, dans les premiers à structurer notre promotion, notre façon de proposer le territoire, de présenter la destination autour de 4 grands axes, 4 filières. Fleurs et parfums, ce n'était pas très compliqué. L'écotourisme a vraiment beaucoup à dire et a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Culture et patrimoine, art de vivre et gastronomie, et activités de pleine nature. Et là, activités de pleine nature, et ça n'est en rien une façon de les avoir hiérarchisées, loin de là. Mais quand on parle d'activités de pleine nature, je peux vous garantir que c'est le cas dans bien d'autres territoires, mais je connais le mien, je sais de quoi je parle. Ce territoire est animé par de grands professionnels qui sont non seulement très pros, très compétents, mais surtout très respectueux du milieu ambiant. Nous sommes partis avec Cyprien et Pépin qui réclament toujours d'avancer plus vite sur les chemins de Provence avec balade avec un âne. Donc nous démarrons pour un périple jusqu'à Varage, en tout cas eux iront jusqu'à Varage. Et je dois dire que c'est complètement fantastique d'être à la fois à la rencontre de personnes qui ont des vraies valeurs, comme nous l'espérions, et puis un enchantement avec la nature, avec les oiseaux qui chantent. Quoi de mieux que l'écotourisme de cette manière aussi simple. À plus! Ça fait 22 ans que le parc existe, ça fait 22 ans que j'avais lu des ouvrages sur la sylvothérapie qui m'avaient interpellé. Et on a parlé du Shinrin-yoku japonais. Le Japon a mis en place carrément des forêts thérapeutiques dans lesquelles on arrive à se soigner et c'est suivi par les instituts médicaux. Traduction Shinrin-yoku, c'est le bain de forêt et sylvothérapie en français. Et on s'est dit, j'avais ça dans la tête, il faut y aller. Donc on a cherché un lieu comme celui-là. L'idée c'est de dire aux gens, vous allez rentrer dans un milieu particulier, qui est un écosystème en équilibre, qui est un milieu vivant, où tous les éléments du vivant sont en interaction. Et vous, en tant qu'être vivant, vous ne connaissez pas ce milieu-là. Donc d'abord, vous allez demander l'autorisation pour rentrer dans le milieu, qui vous accepte. Et une fois que vous serez dedans, il faudra calmer le jeu, il faudra ralentir le rythme, il faudra vous mettre au niveau de ce qui se passe dans ce milieu-là. Et puis, essayer d'être imprégné par cette forêt. Il faut renouer avec ce milieu vivant-là pour revivre en harmonie avec eux et comprendre ce milieu-là et essayer de le sauver tant qu'il est encore temps de le faire. Bien, il y a 20 ans, moi j'ai réalisé l'impact du tourisme sur l'environnement et les cultures locales. Et depuis, j'ai voulu vraiment m'engager dans cette démarche. De retour en France, j'ai voulu m'impliquer différemment et m'engager beaucoup plus dans le tourisme. Dans un tourisme que j'appelle moi positif, un tourisme qui se veut non culpabilisant, mais qui se veut aussi être un tourisme de sens. Et donc j'ai étudié les nouveaux modèles économiques pour pouvoir justement participer à cette transformation dont le tourisme a besoin aujourd'hui. Et j'ai lancé il y a 2 ans le podcast expérientiel qui part à la rencontre d'acteurs engagés
dans la transition écologique. J'ai co-créé, entre guillemets, cette journée avec Rémi, justement dans la même intention de se reconnecter au vivant. Parce qu'au fil du temps, on se rend compte, à travers la crise sanitaire, etc., on s'est complètement déconnecté du vent. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à cet événement, au Défi Tour. Nous sommes tous indépendants et nous avons besoin vraiment de travailler ensemble, de coopérer ensemble. Sentier pieds nus, sentier de bain de forêt, est-ce que c'est un pari tenu, ce que vous avez pu découvrir à la Houbraie? Complètement. Alors c'est subjectif, ça va dépendre des personnes, de la personnalité. Nous avons eu une personne dans le groupe qui a été très émue à la suite de cette expérience, d'autres qui ont été très très sensibles. Effectivement, ça va dépendre de notre personnalité. Mais nous avons là une belle expérience de découverte inattendue qui a pu expérimenter avec un guide cette marche pieds nus avec le sol, en lien avec les arbres. C'est vraiment une découverte et c'est ce qui m'intéresse au plus haut point pour moi, c'est que c'est une approche de l'écotourisme telle qu'on ne l'imagine pas. On a là un exemple et là encore on pourrait imaginer toutes les formes d'exploration qu'il pourrait y avoir où il y a une transmission effectivement de savoir-faire, une expérience et un vécu et un ressenti très profond. Quand on a voulu lancer cet hébergement, un hébergement différent, un hébergement alternatif, on voulait vraiment que les gens qui viennent au Maroc voient l'authenticité du pays, l'accueil des gens, bref, qu'ils se sentent comme chez eux, qu'ils se sentent en famille. Et c'était vraiment cette conception-là que qu'est-ce que nous recherchons en vacances et qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens. Et vraiment, c'est ce concept d'hébergement qui est très humain, très important et que DefiMed, par sa philosophie, reflète également. C'est pour ça qu'on se retrouve totalement dans le projet DefiMed. Au départ, c'était pas facile. Les gens nous ont dit, mais faites un hôtel classique, ça ne marchera pas, vous n'attirerez pas de clients, ce n'est pas le concept que les gens recherchent, vous devez mettre une télévision dans chaque chambre, etc., etc. Et il faut avoir la foi pour être entrepreneur, il faut croire en ses idées, parce qu'on sort des sentiers battus. Si on faisait comme tout le monde, il y a pas, y a pas d'étonnement, là, tout est normal, mais quand on sort un peu des sentiers battus, c'est là que on fait avancer petit à petit le monde. Montrer aux gens que c'est l'avenir, que sans durabilité, là je vous parle, je suis à Agadir, au Maroc, et il fait à peu près entre 25 et 30 degrés. On est à la mi-novembre et on n'a jamais vu ça. Il faut le développement durable, il faut l'implémenter dans toute notre vie. Et que ça commence par les vacances. Déjà, passer une semaine dans un écologe, ici, ailleurs, dans d'autres écologes. Et on espère vraiment que le Maroc va se développer à ce niveau-là, qu'il y aura plein d'écologes, même sur Agadir. Donc une journée type en saison. Donc on se lève vers 5h30, 6h. Il y a un premier passage fromagerie avec retourner les fromages de la veille, mettre à laver les faisselles, ce qui sert à mouler les fromages. Ensuite, on arrive pour la bergerie. Donc on va faire un petit tour de bergerie, voir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas quelque chose qui nous semble anormal. Donc là, on va attaquer la traite. Alors, suivant la période de la saison, ça peut aller de 1h à 2h, 2h30, suivant le nombre de chèvres et le nombre de personnes qui traitent aussi. Donc on va, suivant le parcours, suivant l'année, on va accompagner le troupeau dans une direction pour essayer vraiment de donner une direction, un rythme, un mouvement. Tout de suite après, il faut s'occuper du lait, donc mettre à cailler. Et l'après-midi, c'est pareil, on se répartit entre la surveillance des chèvres, la fromagerie, donc retourner les fromages, le ménage, la préparation de commandes. On travaille avec une race de chèvres rustique, la chèvre corse. C'est un animal qui va être plus résistant à certaines choses, donc par exemple les changements de température, les changements d'hygrométrie, le parasitisme, on en parlait, naturellement va être un peu plus résistant à toutes ces choses-là. Le souci qu'on rencontre nous en tant qu'éleveurs, c'est que plus on va avoir de la rusticité chez un animal, moins on va avoir de productivité. La modernité pousse à sélectionner des animaux à produire toujours plus. C'est exactement la même chose que pour les plantes. C'est-à-dire qu'on cherche à produire plus, mais les animaux ont un système immunitaire propre qui est de plus en plus faible. Plus un animal est rustique, moins il produit.
Du coup, il faut accepter aussi d'avoir peut-être des animaux moins productifs, mais plus résistants, plus rustiques, vraiment liés à leur territoire. Les animaux qui sont en troupeau en montagne, c'est du pastoralisme. Les animaux qui vont sortir comme nous tous les jours, toute la journée, se nourrir du maquis, de la végétation, c'est du pastoralisme. Garder un pastoralisme pour entretenir les territoires, pour penser au bien-être animal en ne les gardant pas enfermés et pour avoir un bon produit, pour moi, c'est le plus important. Voilà. J'entends souvent le mot oui, mais on n'a pas ça chez nous. Alors peut-être que chez vous, vous n'avez pas un élevage pastoral de chèvres corses, mais vous avez forcément un petit producteur, vous avez forcément un petit producteur impliqué dans son travail, qui a peut-être même envie de vous faire partager ce qu'il fait. Et du coup, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous. On voulait changer de vie, partir vivre un peu au milieu de la nature, de nos animaux, passionnés par les chevaux tous les deux, et peut-être essayer de vivre un peu en autonomie sur un projet durable en agriculture et en tourisme. On a voulu créer des hébergements insolites et puis un peu plus traditionnels avec des gîtes, mais toujours ancrés sur la nature, sur les animaux, pour que nos clients, les gens qui viennent à notre rencontre, puissent se ressourcer, retrouver le contact avec les animaux, qui sont le plus possible en liberté. On a choisi aussi d'élever des cervidés pour ce côté naturel et sauvage sur de grandes prairies. Sur une petite exploitation agricole, on peut vivre, je pense, relativement aisément sur 25-30 hectares, contrairement aux projets qu'on voit fleurir un peu partout, qui sont des projets agro-industriels. Voilà, donc sur des petites exploitations, on peut tout à fait en vivre en ayant à la fois la production agricole, et le tourisme, mais aussi essayer de protéger la biodiversité par des pratiques innovantes comme l'agroforesterie, la plantation de haies champêtres, l'aménagement de points d'eau. Les mares naturelles, la piscine naturelle. Plus qu'un simple hébergement touristique, un accueil touristique, c'est aussi un partage d'expérience. C'est-à-dire que les gens qui arrivent ici, on veut leur faire partager notre quotidien. Donc on commence souvent le matin par la traite des vaches, ensuite on va fabriquer des produits, le fromage, le beurre, les glaces. Et vraiment, ensuite, les faire participer, s'ils le souhaitent, à la vie de la ferme. Voilà. Et ce partage d'expérience est très important pour montrer effectivement qu'on peut, chacun à notre échelle, faire en sorte de protéger, respecter l'environnement et la nature. On a de plus en plus d'écoles aussi qui se tournent vers nous pour ces journées en immersion dans la nature où on va parler de respect de la biodiversité, de développement durable. Et on sent vraiment que le message, il passe bien au niveau des jeunes. Et ça, on est vraiment très content de partager avec eux cette expérience. En lançant notre activité à la Blague, nous cherchions avant tout à partager un lieu et à transmettre des valeurs qui nous ont animés dès notre arrivée ici, dès notre projet d'installation au domaine de la Blague. Et ces valeurs allaient, il y a plus de 40 ans déjà, dans un sens d'une vie plus proche et plus respectueuse de la nature. C'est ainsi qu'on a, dans un premier temps, on a remis les terres en culture, on a fait de l'élevage avec la mention nature et progrès à l'époque, et restauré les bâtiments avec des matériaux de proximité comme la pierre, le bois, le chanvre, la chaux. Dans un deuxième temps, nous avons ouvert les gîtes et les chambres d'hôtes avec une grande envie de partage. Et cela, c'était surtout pour permettre de se déconnecter et tout en se reconnectant au vivant et de pouvoir s'émerveiller. À l'heure actuelle, nous avons la joie de pouvoir accueillir et de transmettre nos passions, c'est surtout ça, et de voir que ça marche et de voir à combien les gens sont touchés, et tout en sensibilisant ceux qui viennent chez nous à l'environnement, et bien sûr aussi de l'astronomie, parce que c'est une des grandes passions de mon mari. Et c'est vrai que pour nous, pour lui surtout, l'observation du ciel est une source inépuisable de rêves, d'aventures humaines, de mystères et de passion. Nous aimerions aussi développer tous des animations autour de la forêt, des arbres, pour une meilleure prise de conscience encore de ce qui nous entoure. Et cela peut être fait sur place ou bien en itinérance. Et mon mari est en train de transformer un hangar aussi dans lequel on pourrait éventuellement accueillir des groupes pour des stages
autour de l'éco-construction, du bien-être et surtout de l'astronomie ou autre. Comment pensez-vous que toutes ces solutions durables mises en place à la Black puissent être déployées dans beaucoup plus de lieux touristiques? Est-ce que ça doit être par le biais de la réglementation ou par la subvention? Qu'est-ce qui pourrait amener à ce que ça soit déployé favorablement? Mais il doit y avoir une synergie. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement de toute façon des volontés politiques publiques, effectivement, pour encourager l'intégration et l'implantation de ce type d'initiatives. Ces initiatives, comme la Black, très souvent, à leur départ, ont dû beaucoup plus se débrouiller par elles-mêmes. Hein. C'était pas évident, c'est une vraie histoire. Hein. L'histoire de la Black est une histoire emblématique de la difficulté, et c'est vrai pour plein d'autres territoires et pays, on peut le deviner. Maintenant, aux entrepreneurs aussi, de prendre conscience de ce que c'est que d'entreprendre l'écotourisme. Ça, c'est un grand défi qu'on va tenter de relever avec Defimed, et de pouvoir former, encore une fois, les acteurs pour qu'ils puissent prendre modèle sur ces entrepreneurs comme la Black. Mais ça ne peut pas se faire sans les politiques publiques qui doivent encourager ce type d'implantation, c'est évident. Comment expliquer qu'il n'existe pas à ce jour une grande alliance de tous ces acteurs écotouristiques qui collaborent ensemble? Tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas pour la plupart du temps. On a fait plusieurs expériences à Defimed en réunissant des acteurs sur un même territoire qui, à quelques kilomètres de là, parfois ne se connaissent même pas. Donc c'est déjà très compliqué. Il faut vraiment savoir qu'il y a un cloisonnement qui est très important dans ce domaine parce qu'il n'y a pas eu de promotion, aussi de politique favorable à la reconnaissance au départ de ces acteurs qui étaient un petit peu marginalisés. Aujourd'hui, ça change. Hein, les politiques publiques commencent à s'engager et encourager la visibilité de ces acteurs. Mais je crois qu'on est sur la pente, effectivement, d'un réseau, et en tout cas Defimed, d'un réseau euro-méditerranéen. Ça s'impose et c'est même quasiment inévitable aujourd'hui. Un jour, j'ai lu sur le journal qu'il n'y a pas de gîte ruraux en Tunisie. C'est un écrivain qui s'appelle Tahar Ayashi. Je suis allé à la presse. Je tapé à la porte, monsieur Ayashi. Oui. Il m'a dit vous avez lu mon... Je dis oui. Je suis intéressé parce que moi j'ai un gîte et je veux bien faire un projet de gîte. C'était en 2006. Et puis bon voilà, après il est venu passer voir. Il m'a dit c'est bien ce que vous faites, un joli gîte, et ça peut être un gîte. Après 2 semaines, je suis à la banque, je travaille, on était en réunion, je sors, je trouve, je me rappelle très bien, 28 appels en absence. J'appelle les premiers. Allô, oui, vous m'avez appelé? Oui, monsieur, c'est vous que vous avez le gîte à Zagon? Et monsieur Ayashi a créé à mon projet, elle a écrit toute une page comme quoi le premier gîte rural voit son jour en Tunisie. D'ailleurs, j'ai l'article là. Et moi, au départ, c'était pour les expatriés. Je me suis dit, les Tunisiens ne connaissent pas ce genre de produit, donc ça va mal pour vendre aux Tunisiens. Ou les Tunisiens qui ont fait des études à l'étranger. Ils ont cette culture d'habiter dans des gîtes ruraux ou dans des chambres d'hôtes. C'était, entre nous, c'était l'objectif et c'était la vision des clients, c'était ça. Et j'étais surpris parce que les Tunisiens s'intéressaient aussi de venir passer des week-ends dans une ferme. C'était qui ? C'était les citadins et c'était les gens qui ont vécu des vacances avec leurs grands-parents dans les fermes. Là, ils ont perdu un certain temps. Ils étaient jeunes, 4, 5, 6 ans, ils partaient dans les fermes. Après, il y a eu une coupure de 30 ans, de 20 ans, il n'y a plus de ferme. Les parents sont partis, eux, ils sont restés dans des appartements à Tunis, dans la capitale, à Sfax ou à Sousse. Et après, ils se sont dit, bon, puisqu'il y a une ferme équipée, allez, on prend nos enfants pour passer le week-end. Nous sommes ici à Menjez. Menjez est une destination de choix pour les randonneurs, pour les amoureux de l'histoire en général, pour les amoureux des pierres et pour ceux qui aiment découvrir les petits villages au Liban. Menjez regroupe tout ça. En plus, c'est un village frontalier. C'est un village sur terre basaltique, de pierre noire. Un petit village qui contient beaucoup d'atouts. Des tombes mégalithiques qui datent de 4 à 6 000 ans, ce qui est très rare au Liban et dans le monde. Des sentiers, des vieilles églises très intéressantes, des sites romains, un site romain, le seul, l'unique en pierre basaltique au Liban. Je conseille à tout le monde, moi-même je suis président d'une association et
on reçoit souvent des marcheurs et c'est une de nos destinations préférées. Pour Menjez, on a beaucoup de projets. Le projet qui nous tient tant à cœur, c'est d'implémenter des projets de développement durable. Développement social, économique, environnemental et culturel. Le projet qu'on souhaite développer immédiatement, c'est la reconnaissance UNESCO pour notre patrimoine naturel et culturel. On souhaite que Menjez soit une attraction sur la carte touristique nationale libanaise, méditerranéenne, voire mondiale. C'est ma première fois à Menjez, c'est une expérience exceptionnelle. Ce village est super beau et j'invite tout le monde à le visiter. بونجور، نحن هلا بمنجز معكم سامية كرم. الناس كثير بتحب تيجي تزور بس اللي بتعطل همه انه ترجع بفرد يوم. مشان هيك نحن عندنا بيوت للضيافة، عندنا بيتين. بيت لإلي أنا سامية كرم وفي جورجيت كمان جورجيت الحداد. Moi je suis venue à Menjez pour inaugurer des sentiers pour les randonneurs. Ce qui m'a le plus frappé en découvrant ce village, c'est ce mélange de monuments de différentes époques. C'est vraiment un concentré de notre civilisation. Ça part des dolmens mégalithiques jusqu'aux constructions récentes en pierre noire. Et en même temps, cette nature qui nous entoure qui est extraordinaire. Vraiment, je vous recommande cet endroit pour une visite proche de la nature. Nous voyons dans son extrait de nombreuses activités, de nombreuses choses que propose Darzaguan. Vous qui avez pu y participer, Eric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire après être ressorti de ces activités? C'est très surprenant et très vivifiant. Effectivement, Scander nous informe que nous sommes en présence d'acteurs locaux qui ont des savoir-faire et qui l'associent dans son village. Et donc effectivement, on va avoir de l'alimentaire, des musiciens, de l'artisanat, et c'est assez stimulant de voir qu'il y a une sorte de solidarité qui se présente comme ça à l'œil nu pour le visiteur. Après, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui correspond bien effectivement au côté humain et de l'employabilité locale sans aller chercher forcément des emplois pas chers à l'étranger. Dans un pays comme le Liban, des acteurs arrivent à se mettre en place dans l'écotourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller au Liban. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons là l'illustration de ce que nous voulons en tout cas mettre en lumière à travers l'association des FIMED dans un pays en grande souffrance qui est vraiment confronté à des défis très importants pour tenter de survivre. Nous avons des acteurs qui entreprennent l'écotourisme et des acteurs qui sont des élus, qui sont des sociopros. Je trouve ça complètement admirable. Ces acteurs ont besoin d'être aidés et c'est là où le réseau d'ailleurs à l'échelle euroméditerranéenne peut s'imposer, peut les promouvoir, les encourager et nous relier les uns les autres pour pouvoir partager certainement des expériences qui sont magnifiques. Alors depuis 15 ans, ça a bien évolué. Je suis plutôt fière de ce qui est devenu l'Orio. Donc on continue à accueillir des enfants en classe de mer, des enfants en colonie, des enfants de quartiers défavorisés. Parce que ce qui est important, c'est aussi de dire que le Rio, ça se situe à Saint-Tropez, donc dans un cadre naturel, privilégié, où je pense que si on n'était pas là, beaucoup de gens n'auraient pas la possibilité de venir à côté d'une plage qui est magnifique, préservée, la plage des Salins, où on peut accéder à pied. Et donc le concept de pouvoir accueillir des familles en difficulté, des familles monoparentales, avec des partenariats au niveau des Restos du Cœur, du Secours catholique, du Secours populaire, et en même temps des cadres d'entreprises, des avocats, avec cette mixité de public, cet endroit reste un lieu vraiment atypique, convivial et familial. Donc je suis fière de pouvoir avoir cette mixité et continuer à exister dans un Saint-Tropez très bling-bling et continuer notre développement avec la sensibilisation du public dans les animations qu'on propose. Là, hier soir, on avait un quiz éco-attitude avec l'Observatoire marin, avec des associations qui sont dans le développement aussi durable. Donc sensibiliser aussi nos publics à différentes causes par le biais de nos activités.
L'opération Prévention Montagne Pyrénées offrait l'opportunité de découvrir le patrimoine hydroélectrique des Pyrénées, ces ouvrages construits dans les années 50, des ouvrages gigantesques qui sont devenus une partie de notre patrimoine, certes pas un patrimoine naturel parce qu'il a été façonné par l'homme, mais véritablement désormais intégré dans le paysage montagnard. Et ces ouvrages, ces barrages, ces lacs sont devenus pour beaucoup des buts de randonnée pour nos visiteurs. Donc c'était l'occasion de découvrir, de sensibiliser, surtout de comprendre comment ces barrages ont été créés, comment ils fonctionnent, ce réseau incroyable de galeries qui relie les lacs entre eux. Voilà, donc je pense que pour ces personnes qui ont participé au Défi Tour, ça a vraiment été une belle découverte, un moment de partage également. Alors j'ai tout d'abord souhaité changer de vie en ayant une activité beaucoup plus positive pour la planète. Et du coup j'ai opté pour le tourisme durable parce que je pense que c'est l'avenir du tourisme, en particulier dans le monde rural avec tous les problèmes environnementaux qui peuvent se poser lorsqu'il y a des flux touristiques importants. Donc j'avais à cœur de rénover une bâtisse très ancienne avec des procédés vertueux. Voilà 8 ans que je suis là et en 8 ans j'ai progressé chaque jour en ayant toujours cet état d'esprit de respecter la nature et l'environnement ainsi que mon territoire pour pratiquer mon activité professionnelle touristique. Et je l'ai validé dans le cadre d'un écolabel européen. Donc ma fierté du jour et de l'année, c'est d'avoir obtenu ce label avec beaucoup plus de critères que ceux demandés, grâce à des installations qui sont gérées de manière vertueuse à travers les flux et l'énergie notamment avec de la biomasse. Alors aujourd'hui, je suis dans un territoire vraiment en devenir d'un point de vue touristique, loin des sentiers battus. Donc l'enjeu pour moi, c'est de me servir de ces 8 années d'expérience pour les partager avec d'autres acteurs du tourisme et les acteurs locaux, à savoir les producteurs et toute personne qui pourrait collaborer avec ma structure, avec des valeurs que l'on partage. Et donc je souhaite vraiment qu'on pérennise des partenariats et qu'on en développe d'autres. Et j'aimerais aussi poursuivre mes engagements environnementaux, notamment avec la construction de toilettes sèches que je n'avais pas jusqu'alors. Donc Franck Gaucher, maire de Ponson de Bas-de-Pouce dans le Montagnérès et président de l'association du Montagnérès. On s'est regroupé à 11 communes pour essayer de faire bien commun et aventure humaine commune. Quand je suis arrivé ici, alors moi familialement j'étais attaché à ce territoire-là, j'y venais en vacances et en 1991 j'y suis arrivé pour m'installer, d'abord avec une maison et vraiment en 2008. Donc en termes de valeur, en fait, ce que je recherchais, c'était être à la campagne, en milieu rural, avoir cette connivence avec les habitants d'un territoire, de l'entraide, des produits locaux et de pouvoir faire de la solidarité, de l'amitié et développer notre territoire ensemble. Par hasard, en 2014, j'ai accepté d'animer l'équipe municipale pour la commune et on a fait un audit patrimonial au sein des 40 maisons de la commune. Et ce qui est ressorti, c'est de faire une salle de convivialité et de citoyenneté attenant à la mairie. Donc on a investi 400 000 € plus 90 000 € d'espace extérieur pour faire un bâtiment entre innovation et tradition, entre nature et technologie. On a fait, grâce à la communauté de communes, une expérimentation grandeur réelle avec 7 autres sites, 6 autres communes avec des panneaux photovoltaïques organiques, puisque ce qui nous habite, c'est d'avoir des modes de vie les plus décarbonés possibles et que chacun à sa juste dimension puisse y participer. On est une petite commune, 100 habitants, 40 maisons et comme je dis, c'est la technique du colibri, on fait à notre juste mesure. Dans une chaîne de montagnes comme les Pyrénées, comment des acteurs dispersés peuvent s'engager réellement dans l'écotourisme?
Alors ce qu'il y a de très bien avec cet exemple Montaneres, c'est qu'on a des acteurs qui ont une forte identité culturelle locale, qui défendent leur histoire, leur patrimoine déjà culturel et leur patrimoine naturel. Cette liaison entre les deux, elle ressort parfaitement à travers donc une offre écotouristique qui est en train de se dessiner et qui nous permet d'appréhender ces lieux de vie autrement que par une simple balade de nature. Nous sommes vraiment au contact de personnes qui nous transmettent l'histoire, la culture et la culture écologique du lieu. Voilà, donc c'est à encourager, à développer aussi. L'équithérapie m'a permis, par rapport à mon parcours personnel, d'allier deux choses qui me tenaient à cœur. Premièrement, ma fonction de soignante, puisque je suis infirmière. Deuxièmement, le fait que je sois cavalière. Et quand on se renseigne sur les formations d'équithérapeute, on se rend compte qu'on doit être à la fois les deux. C'est-à-dire soignant, relevé soit du domaine paramédical ou médico-social, et cavalière, bien évidemment. Donc il existe des formations et je me suis renseignée et ça paraissait logique de suivre cette formation étant donné que ça associe les deux passions qui m'animent. Pour ma part, j'ai vu l'évolution en partant du handicap qui soit moteur, psychique, comment cette pratique pouvait vraiment se développer et s'appliquer à différents champs. Aussi bien à des personnes justement en situation de handicap comme à des personnes valides, fragilisées dans leur parcours de vie. Et suivant leur souffrance, qu'elle soit passagère ou plus profonde, l'équithérapie pouvait répondre différemment. Ce qui est super, c'est que je pense qu'on est d'éternels étudiants et qu'il y a tellement de choses encore à découvrir, notamment moi, pour parler de mon cas, j'ai découvert le monde du psychotraumatisme grâce à l'équithérapie, puisque j'ai été contactée par des victimes d'attentats. Et s'est posé la question du psychotrauma, comment le traiter en équithérapie, puisqu'il y a assez peu de choses là-dessus, si ce n'est que c'est bien connu dans le milieu militaire, mais avec assez peu d'écrits pour les civils. Donc je suis partie de très peu de choses et je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer. Bonjour, je suis Florian, cofondateur de la startup Activandi. Alors bonjour à vous chers amis du Défi Med et de ce Défi Tour 2022. Du coup Activandi c'est né d'une reconversion professionnelle de 2 personnes. Donc moi-même en tant que chargé de mission handisport d'une fédération sportive, après un passé dans l'industrie, et celle de ma chérie Angelina qui est en situation de handicap et qui du coup est devenue responsable marketing, communication numérique de cette startup. On s'est rendu compte, puisqu'elle a testé beaucoup d'activités, que pour tout ce qui était outdoor, en montagne, peu de choses existaient et que du coup l'idée d'avoir une plateforme qui réunit activités, balades en pleine nature et volets culturels, il n'y avait pas grand monde et pas beaucoup de support. Puisque nous avons la conviction et la valeur ajoutée de dire qu'en montagne, oui, on peut faire du tourisme toute l'année, au printemps, à l'été et à l'automne, en dehors du ski. Il y a des choses qui sont possibles et réalisables. Quel est le lien de l'équithérapie avec l'écotourisme et le tourisme en général? Oui, alors là, on est bien dans la relation avec le vivant, pleinement. Donc déjà, on a ce côté contact et émotion, sensation thérapeutique à travers des enfants, notamment gravement handicapés ou souffrant d'un psychotraumatisme. Ce qui se dessine derrière, au-delà de cette expérience assez étonnante de relation avec les poneys et les chevaux, c'est un écotourisme de santé. Donc effectivement, ce qui est en train de se produire autour de l'INA d'ailleurs, où des personnes depuis toute la France maintenant commencent à choisir leurs vacances en fonction de ces séances dont ils voudraient faire bénéficier leurs enfants. Donc là, la question se pose effectivement de cet écotourisme de santé, de voir là si ce n'est pas un champ très important qui pourrait s'ouvrir dans les années qui viennent. Pensez-vous que l'écotourisme est adapté et est une piste intéressante pour les personnes atteintes d'handicap? Ah bah complètement. L'écotourisme, il doit répondre à un certain nombre de valeurs qui est aussi le côté inclusif. Donc il doit intégrer les invisibles et ceux pour qui la vie est encore plus difficile peut-être que les personnes qui sont en situation plus ordinaire.
Je crois qu'il y a même un véritable défi pour l'écotourisme de se dévoiler comme vraiment inclusif à ce niveau-là et faire participer les personnes en situation de handicap pleinement quand c'est possible. En tout cas, l'exemple de Florian est un formidable exemple. Beaucoup de personnes voient l'écotourisme comme un tourisme élitiste. Dans cette démarche, nous voyons qu'en effet, c'est plus un tourisme qui est ouvert à tous. Comment vous pensez que certaines personnes ont pu venir à cette conclusion ? Parce qu'il a commencé comme ça, peut-être, ou en tout cas dans ses représentations très vite. On s'est dit, si c'est écologique, c'est plus cher. Et effectivement, peut-être que l'offre telle qu'elle est apparue tout à ses débuts correspondait plus à une élite, hein, effectivement. Aujourd'hui, à nous, Defimed aussi, et à d'autres, de pouvoir changer ce regard et de pouvoir, notamment à travers les films, démontrer que l'écotourisme touche encore une fois un plus grand nombre de personnes et peut inclure beaucoup de monde. Il y a la transition du tourisme, effectivement, qui est en pleine action et en pleine dynamique aujourd'hui. Elle ne peut pas se faire sans les acteurs, puisque, j'allais dire, on ne fait pas et on ne développe pas un territoire à l'encontre de l'ensemble des acteurs. Et puis, très simplement, quand on parle d'activité touristique, on sait très bien que pour que ça fonctionne, il faut que le touriste vienne sur le lieu de production. Donc, il faut qu'il vienne chez l'acteur et chez les acteurs lui-même. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on voit de plus en plus des acteurs qui sont impliqués dans leur territoire et qui cherchent à participer au développement du territoire. Alors ça se manifeste très concrètement par le souci de ces acteurs d'être en prise avec leurs collègues sur le territoire, d'être en prise avec les autres secteurs d'activité. C'est aujourd'hui, on le voit au travers des tables d'hôtes, par exemple, avec la recherche de producteurs locaux, de produits locaux, essayer de soigner, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le repas. On le voit aussi avec la mise en réseau des acteurs, avec les bonnes pratiques. On retrouve chez beaucoup d'acteurs la bonne adresse pour aller voir le bon artisan, pour aller voir le berger, pour aller voir le fabricant de fromage, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les acteurs ne sont pas dans leur entreprise, ils font travailler, ils font fructifier leur entreprise au service des clientèles, mais dans un esprit de développement du territoire. Quand on parle d'écotourisme, pour moi c'est un peu une palissade. En fait, c'est la nature est magnifique, extraordinaire, et la respecter est un principe de base pour nous. Et voilà, donc on ne s'était même pas posé la question de savoir si on faisait de l'écotourisme ou du tourisme. En tout cas, notre passion, c'était d'amener des gens en montagne, leur faire découvrir et transmettre cette passion. Ce sont des moments qui sont des moments de partage extrêmement forts, parfois. Surtout quand on a produit des efforts, quand on a surmonté des difficultés, quand on s'est trouvé dans des situations peut-être difficiles ou risquées. Parfois, hein, il ne faut pas croire que c'est toujours comme ça, mais ça crée un ciment extrêmement fort au sein d'un groupe qui partage cette passion-là. Alors, je m'appelle Laetitia, je suis gardienne depuis tout juste 10 ans. Et j'ai toujours travaillé dans le tourisme avant et je me suis lentement dirigée vers la restauration, puis je suis montée en altitude progressivement pour arriver ici parce qu'effectivement j'adore être l'hôte de ceux qui viennent en montagne, découvrir ce milieu. Comme je dis souvent, plus il y aura du monde en montagne et plus le monde se portera bien. C'est vrai qu'au refuge, tous les gens sont concentrés au même endroit, mais tout au long de la journée, on peut profiter de cet espace naturel absolument magnifique. Et on n'est pas les mêmes après avoir marché 3 heures en montagne. On laisse notre petite nuagerie derrière, on se laisse pénétrer par la beauté de ces espaces et on revient changer. Même sans s'en rendre compte, même malgré nous, même le fait de ne pas avoir de réseau, d'être déconnecté. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir tous ces randonneurs qui viennent s'imprégner
cette belle nature. Comme le précise Pierre Torrent, l'écotourisme et le tourisme en général est complexe et fait appel à de nombreux acteurs. Vous heurtez-vous à des murs avec certains de ces acteurs et lesquels? Alors, il faut s'entendre sur ce que vous dites au niveau des murs. Ce qui est difficile pour les acteurs, c'est d'imaginer, alors qu'ils sont dans une petite activité très souvent, en recherche de développement, hein, c'est de la survie parfois. Ce qui est difficile, effectivement, c'est pour certains d'entre eux de pouvoir rentrer dans un collectif, dans un réseau. D'abord et avant tout, c'est leur activité, on peut le comprendre, qu'il faut préserver. Ce qu'il faut franchir comme cap avec l'association des FIMED, ce qu'on aimerait faire ça, c'est de mettre en œuvre un réseau et de comprendre que ces acteurs, souvent isolés, ont intérêt à s'appuyer sur un réseau pour aussi se développer de manière plus efficace. Donc oui, il y a des difficultés avec certains socioprofessionnels de l'écotourisme qui n'envisagent pas en un premier temps de vouloir partager avec d'autres socioprofessionnels, mais ça bouge et on espère bien faire bouger les choses et je suis à peu près convaincu que l'écotourisme sera le grand gagnant avec ces acteurs. Les politiques publiques prennent-elles, selon vous, bien leur part dans cette démarche d'un tourisme plus vert et responsable? Alors c'est très inégal, ça va dépendre évidemment de certaines personnes. Il y a une prise de conscience généralisée depuis la crise sanitaire, ça c'est évident. Le tourisme doit devenir plus écologique, plus en circuit court, plus humain. Bon, c'est pas simple toujours de passer dans cette transition, mais je pense vraiment qu'il y a un problème de formation des élus et d'information pour qu'ils puissent considérer le secteur de l'écotourisme comme véritablement moteur de développement de leur territoire et de développement durable. Donc là encore, voilà un champ ouvert qu'il faut explorer et qui va nous permettre, nous à l'association des FIMED, petit à petit, on l'espère, de convaincre un maximum d'élus de prendre en considération ce secteur qui est en réalité très stimulant. This is the olive road, so we are in a small village. The village is called Androusa, and this is the family olive oil mill. The whole history started 120 years ago. This is a nice family photo. This is my father-in-law. Now he's 74, he's not young anymore. And the family continues to produce olive oil within 5 generations. So since 94 we produce extra virgin olive oil. And it is me now that I am really excited with olive oil tasting. I am an olive oil taster. So the idea was to promote the whole region, the olive culture, the history of this olive oil mill through olive tours that we provide to the guests of Messenia. It is a very small community. We try to support the community. We try to give jobs to the people that work here. Okay. So I believe that we try, but with the next years to come, we have many plans as a village, many plans as a company. Yeah. So I hope this is going to grow and help even more the village, the culture and all that. Bonjour, donc aujourd'hui on est sur la Via Francigena dans le cadre des événements avec Defimed, notre partenaire, pour découvrir le territoire, la nature ici à Saint-Rémy-en-Bouzemont. Donc je suis avec Adrien Bertoni, je suis salarié du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et très heureux d'accueillir cet événement en partie sur un des sites du Conservatoire en Champagne-Ardenne, un événement qui s'ancre dans le territoire. Voilà, l'idée c'est vraiment de valoriser ce qui est fait en local et donc nous on est fiers au Conservatoire d'accompagner cet événement, un événement qui est durable et qui respecte la faune et la flore locale et qui met en valeur le travail des agriculteurs et des gens qui sont investis ici à Saint-Rémy-en-Bouzemont. La Francigena est un moyen idéal de découvrir un territoire de manière respectueuse de l'environnement, au rythme du pas, ce qui est aussi très agréable, et puis de traverser des lieux qui sont peut-être moins fréquentés, des petits villages, et c'est vraiment un bon moyen de découverte et d'avoir un contact aussi directement avec les habitants, de découvrir également la gastronomie locale, ce qui est important, les produits du terroir, et voilà, ça s'inscrit vraiment dans la perspective d'un écotourisme respectueux qui est vraiment plus important que jamais. En fondant la route européenne d'Artagnan, mon souci premier, c'était effectivement de faire connaître, bien sûr, à travers le personnage de d'Artagnan, les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Nous sommes bien dans un programme qui est géré par le Conseil de l'Europe avec le soutien du ministère de la Culture. Donc ce sont
37 pays du Conseil de l'Europe qui nous ont certifiés comme itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Faire de l'itinérage douce sur des territoires ruraux, avec des chevaux, mais bien sûr ouverts aux pédestres et aux vélos, je pense que c'est tout à fait intéressant dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, que les gens puissent se rencontrer sur ces chemins pour promouvoir la diversité culturelle et renforcer la citoyenneté européenne. Il y a évidemment la valorisation des produits spécifiques sur la route d'Artagnan que nous mettons en place et qui sont en lien, pour le coup, avec le travail que nous souhaitons faire avec Defimed. C'est-à-dire, c'est le volet protection de l'environnement, écotourisme, que nous souhaitons faire avec les jeunes, puisque nous avons mis en place un escape game d'Artagnan. Cet escape game physique va être numérisé et le travail de numérisation va inclure cette dimension environnementale. Donc ça, c'est un élément important pour nous vis-à-vis des jeunes. Ce que nous souhaitons faire, c'est travailler, nous, avec les parcs naturels régionaux et nationaux. Nous avons déjà des contacts avec ces organisations. Et là, nous pouvons effectivement structurer des actions plus fortes et impliquer Defimed dans nos travaux pour, à travers ces parcs naturels régionaux et nationaux, sensibiliser davantage nos concitoyens à ce défi environnemental qui est devant nous, qui est énorme évidemment et sur lequel nous pouvons apporter notre modeste contribution. Par rapport à la Via Francigena, comment vous faites le lien entre l'écotourisme et les itinéraires du Conseil de l'Europe? Alors comme on peut le voir dans le film, on a effectivement les routes de l'Olivier, on a la route d'Artagnan, on a effectivement la Via Francigena qui a réalisé 3 événements. C'est un rapport qu'on a eu depuis un an, sous l'égide d'ailleurs et soutenu par le ministère de la Culture, qui fait que ces itinéraires du Conseil de l'Europe, qui sont nombreux en réalité, hein, là on en a quelques-uns, sont des itinéraires qui promeuvent une culture particulière, comme la Via Francigena. C'est une histoire, un patrimoine autour d'un pèlerinage, hein, d'une voie qui relie Rome à l'Angleterre, autour d'un pèlerinage au fil des siècles. Quelque part, là, on a l'occasion de synergier avec l'écotourisme parce qu'on peut cheminer tout au long de ces itinéraires à travers leurs thématiques, mais à travers aussi des acteurs qui privilégient l'écologie, le rapport entre les hommes, l'hospitalité, et donc le rapport à la nature qui est un rapport vertueux. On a là des exemples et des expériences qui sont très intéressantes et qu'on souhaite ouvrir d'ailleurs de plus en plus en continuant avec eux et en ouvrant à d'autres itinéraires. Alors en 2016, j'arrive comme conservateur après avoir pris ma retraite. J'avais 2 objectifs principaux. Premièrement, augmenter la fréquentation du musée et deuxièmement, augmenter la notoriété d'Auguste Escoffier, sa vie, son œuvre, son parcours, notamment auprès de la profession, auprès des écoles hôtelières, parce que le personnage n'est pas forcément suffisamment connu. Donc voilà les 2 principaux objectifs. Notre musée qui a été ouvert en 1966 a gardé dans son jus le parcours de 1966. Et on est en 2022, les temps ont changé, la fréquentation est différente, on a 25% de fréquentation de jeunes dans le musée, la génération SMS, etc. Et il nous a semblé que le parcours du musée devait évoluer pour mieux raconter l'histoire d'Auguste Escoffier. Quelques orientations: une maison natale, un musée des illustres à échelle domestique, un musée de l'œuvre d'Auguste Escoffier, percevoir ce qu'il a changé dans l'histoire mondiale de la gastronomie, un parcours de mémoire hiérarchisant l'expérience de visite et déroulant une narration continue, un musée expérientiel et immersif, augmentation des capacités du musée. Et j'ai envie de dire que quand on commencera les travaux, en début 2024, et à la réouverture, quelques mois plus tard, le musée, seul musée d'art culinaire en France, rentrera alors de plein pied dans le XXIe siècle. Toutes ces femmes et tous ces hommes que nous avons pu voir pendant tout le long de ce film, ils sont certainement des milliers, des dizaines de milliers dans nos territoires et dans les pays méditerranéens à valoriser des patrimoines naturels, à transmettre leur passion
et à nous accueillir avec toute leur hospitalité et leur chaleur. À nous maintenant de les rendre visibles, ces invisibles, de pouvoir nous reconnecter à travers eux aux vivants et de pouvoir imaginer, monter un réseau qui puisse dynamiser tous ces acteurs avec les touristes pour pouvoir enfin entreprendre un tourisme qui soit écologique et culturel. Nous espérons que ce film a pu susciter beaucoup d'inspiration et beaucoup d'envie de nous retrouver et de retrouver ces acteurs.